Aujourd'hui, il est question de revenir sur la famille, mais avec un tout autre ordre de préoccupation. Nous allons tenter de répondre aux questions telles que nous les avons reçues, savoir quelle est la différence entre un couple et une famille. La réussite ou l'échec d'un couple détermine-t-il automatiquement la réussite ou l'échec d'une famille? Quel est le rôle du père dans une famille? Quel est le rôle de la mère? Dans une famille monoparentale, c'est-à-dire une famille où c'est un seul parent qui est là avec l'enfant ou les enfants, le parent absent du foyer a-t-il encore une place et un rôle auprès des enfants? Comment les parents et les enfants doivent-ils respecter l'âge légal de la majorité? Et puis, dans la Bible, qu'est-ce qui prouve que l'on est devenu majeur? Donc, voilà les questions qui vont, n'est-ce pas, nous occuper les uns les autres tout à l'heure. Comme la dernière fois, les questions sont là, il n'y a pas un ordre de priorité, c'est juste une liste qui est énumérée, et donc chacun ira dans tout ce qu'il peut avoir comme connaissance à partager. Quelle est la différence entre un couple et une famille? Si on commence par le couple, pour moi un couple, au sens générique, c'est tout simplement deux personnes qui vivent ensemble au sein d'un foyer. Ce couple, dont ces deux personnes partagent leur vie, que ce soit dans la douleur, dans la joie, avec tout ce qu'on peut trouver. Et au niveau de la famille, pour moi, la famille, c'est justement le couple plus les enfants qui naîtront de ce couple. Donc, les parents, les enfants, les petits-fils et aussi les amis, les collègues au boulot. Pour moi, c'est ça la famille. Donc la différence pour vous, ce serait qu'un couple, c'est deux personnes sans enfants, et puis quand déjà il y a des enfants, c'est ça la famille. Oui, en quelque sorte, pour moi c'est ça. D'accord. Parce que quand on parle d'un couple, on parle que de deux personnes. Et pour moi, quand on rajoute une personne venant de ces deux personnes, la famille, là naît la famille. Mais pour vous, un couple, c'est forcément parce que une famille découle-t-elle automatiquement de mariage? Alors, à vous entendre, est-ce qu'une famille, ça découle automatiquement de mari et femme plus enfants? Est-ce qu'automatiquement le couple est uni par des liens légaux ou c'est juste deux personnes qui peuvent être ensemble? Le couple, on peut être en couple sans être légalement marié. Aujourd'hui, on a la possibilité, il y a plusieurs façons d'être en couple. On peut être en couple parce qu'on s'est pacté, on peut être en couple parce qu'on s'est marié de façon religieuse ou de façon, je ne sais pas si ça se dit, de façon administrative, devant monsieur le maire. Et quand on rajoute une personne, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on a un enfant qui naît, la famille commence. Et
pour répondre à la question, est-ce que pour moi, la famille découle du couple? S'il n'y a pas un couple à la base, je pense qu'on n'aura pas de famille. Tout à fait. C'est une lecture, enfin c'est une vérité, pour vous, elle est de la palisse. Il n'y a pas de famille s'il n'y a pas eu de couple au préalable. Oui, je pense. Je pourrais prendre l'exemple du poussin et de l'œuf, ou je ne sais pas, c'est de la poule et du poussin. Mais qu'en est-il par exemple disons, de ceux-là qui constituent une famille sans avoir eu les mêmes parents? Pensez véritablement qu'une famille, c'est automatiquement parce qu'il y a eu un couple? C'est une question, hein, parmi... le chantier est vaste, quoi. Oui, oui, c'est possible, mais ils ont eu des parents... Quand j'ai parlé de la notion de couple de départ, c'est deux personnes qui ont partagé leur vie à un moment donné. Oui. Donc, il est possible. Ils ont été en couple, ils ont partagé leur vie, ils ont donné naissance à une personne qui ne fait plus partie de leur famille à ce moment-là. Donc, il y a une séparation, mais ça ne veut pas dire que... Donc, pour moi, il découle quand même de ce couple. Oui, mais alors, la question qui va s'imposer... Alors, je vais essayer de répondre à la première question qui est: quelle est la différence entre un couple et une famille? Pour moi, la différence est déjà qu'on ne choisit pas sa famille, mais au niveau du couple, le couple, ce sont des personnes qui se choisissent mutuellement pour partager une vie ensemble. Quand alors il y a des couples qui ont eu ce privilège de se choisir, parce qu'il y a aussi des couples qui se mettent ensemble par contrainte, mais bon, on va laisser les couples par contrainte, on va prendre uniquement les couples des personnes qui choisissent mutuellement de s'unir. Parce que les couples qui choisissent mutuellement de s'unir, ce sont des personnes qui, selon la Bible, sont censées vivre l'harmonie, l'amour, la patience, la tolérance. Parce que quand on aime, on patiente, on tolère, et on a cette capacité aussi de pardonner et d'essayer de rectifier les erreurs. Alors, si j'ai bien compris, que votre choix quand même, c'est de mettre, n'est-ce pas, un peu sous le boisseau la partie des couples où il y a eu contrainte. Est-ce que vous pensez que les couples où il y a eu contrainte pour que les gens soient unis, sont-ils des couples qui permettent à leur famille par la suite d'être des familles modèles? À 90% non. Parce que dans ces couples-là, il n'y a pas d'amour. Et pour moi, pour qu'un enfant soit épanoui et pour que cet enfant aussi puisse transmettre de l'amour, pour transmettre, il faut recevoir. Mais quand on sait qu'en Afrique, de là où nous venons, il y a quand même les couples majoritairement ont été formés par le passé. Effectivement. Et ce sont pourtant des couples qui ont duré. Est-ce qu'on va dire que dans ces couples, il n'y avait pas d'amour? Il y avait de l'amour, mais il y avait plus la peur des familles que de l'amour réel, parce que la femme n'avait pas de parole. La femme était obligée de faire ce que les parents veulent. Donc, ce genre d'amour, c'est on s'oublie soi-même, on vit par procuration. Selon moi. On s'oublie soi-même, on est en mariage parce que papa et maman ont demandé. Alors, peu importe ce qui se passe là-bas, je reste parce que je ne peux pas rentrer. Qu'est-ce que les autres vont dire? C'est peut-être une question que je vais mettre... elle n'est peut-être pas à sa place, mais elle peut peut-être apporter quelque chose. Est-ce qu'il n'y a pas une part de peur dans l'amour? Est-ce que pour que l'amour soit réel, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il existe en lui aussi une petite portion de peur? C'est normal qu'il y ait de la peur dans l'amour, parce que s'il y a l'amour sans peur, à partir du moment où les gens se lancent, s'ils n'ont pas peur, ça veut dire qu'ils ne savent pas là où ils vont. Parce qu'on a peur de l'inconnu, et l'amour c'est l'inconnu. On rencontre quelqu'un ou une personne, une femme qu'on ne connaît pas, avec tout ce que ça comporte, parce que vivre à distance, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'on se retrouve au restaurant,
ensemble. Mais maintenant, en général, quand les gens s'installent, maintenant pour après le mariage, c'est-à-dire que je vais essayer de parler un peu selon les évangiles. Parce que ce qu'on appelle couple, c'est les deux personnes qui se marient. Selon la Bible, l'homme quittera son père et sa mère. Voilà. Donc, moi, quand je parle de couple, je parle ici des personnes qui se sont dit oui. Parce que le oui qu'on se dit en privé, c'est même oui qu'on est capable de se dire en public, apporte une autre dimension de la chose. Maintenant, les gens qui... parce que quand on est amis, ou entre parenthèses, maintenant, bon, je vois un peu... Comme les jeunes aiment mentionner sur les réseaux sociaux que je suis en couple. Je ne sais pas ce qu'ils appellent être en couple. Parce que est-ce qu'ils ne sont pas conformes par hasard à la volonté de Dieu? Déjà, être en couple, ce sont des personnes qui vivent ensemble. Oui. On ne peut pas être en couple. Ça, ce sont des cohabitations qui n'ont pas de sens. Parce qu'un couple, aujourd'hui, c'est une femme et un homme qui vivent sous le même toit, qui partagent. Parce que le couple, ce n'est pas juste on rigole, tout va bien. Le couple, c'est aussi tout ce qu'il y a en dessous. Parce que le couple, ce n'est pas, c'est pas juste de l'amour. Il y a aussi les frustrations, il y a aussi les déceptions. Et c'est tout ça dans un paquet qui forme un couple. Oui. Alors, juste encore une deuxième digression, sans toutefois que ce ne soit cela. Est-ce que c'est Dieu qui institue le mariage tel que nous voyons, ou est-ce que c'est les êtres humains à base, n'est-ce pas, de ce que Dieu a voulu dès le départ, qui veulent que nous voyons le couple comme une institution, ou c'est le mariage automatiquement? Parce que la parole dit, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Est-ce que ces paroles-là veulent-elles dire que, forcément, qu'il faut une institution, ça veut dire que légaliser aux yeux des humains pour que le couple existe? C'est une parenthèse. Selon la Bible, à ma petite connaissance, je dirais non. Parce que la Bible, il n'y a pas un endroit où c'est mentionné qu'il faut absolument passer devant le maire ou il faut absolument passer pour une bénédiction nuptiale. Maintenant, c'est la société qui nous impose cela, ne serait-ce que par la sécurité. Parce que quand on est quand même marié légalement, encore mieux religieusement, il y a une certaine assurance personnelle. Parce que vous savez que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, on a besoin d'être rassurés. Parce qu'un mariage qui est légal est quand même assez compliqué à dissoudre. Bon, dissoudre, c'est-à-dire on ne se lève pas un matin dire que bon, écoute, aujourd'hui on arrête, c'est bon. C'est-à-dire qu'on a le temps, moi je pense que ça nous permet de rentrer en soi-même, de voir si vraiment on veut se désunir, parce qu'on prend le temps. Or que quand c'est juste, bon, le vieux on reste, bon, écoute, la société française a réorganisé un peu le couple en mettant, comme tout à l'heure, les Pax et autres dont on parlait tout à l'heure. Comment est-ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est facile aussi de se dépaxer comme on se paxe, mais est-ce que cela voudrait dire que le couple est la chose la plus fragile qui puisse exister et que c'est pour cette raison que la société s'est organisée à rendre difficile? Je pense qu'à partir du moment où un couple choisit le Pax, ce sont des personnes sans pour autant juger, qui sont dans la peur. Et pour moi, qui doivent encore prendre le temps de réfléchir. Parce que soit on se marie, donc c'est les fiançailles, soit on reste fiancé. Parce que le Pax, c'est quoi? Le Pax, ça veut dire que vous allez quand même chercher une certaine sécurité, mais sans passer par la sécurité légale. C'est-à-dire qu'on veut la sécurité, mais sans s'encombrer. Parce que le mariage est très compliqué à dissoudre. Or que le Pax, ça va très vite. Ça veut dire qu'on commence sur une base avec une certaine peur au ventre. Que, bon, si on se marie, le mariage, c'est très compliqué. Et pourtant, le Pax, parce que quand on aime une femme, quand on aime un homme,
je ne vois pas qu'est-ce qui freine à aller se marier. Vous avez parlé tout à l'heure de que d'aller se paxer. Vous avez parlé tout à l'heure de l'inconnu, parce qu'on s'avance vers l'inconnu. On s'avance vers l'inconnu. Cette peur n'est-elle pas légitime pour qu'après elle soit franchie? Mais est-ce que la peur au départ n'a pas sa place dans le processus de... Moi, je pense que quand on aime, la peur est légitime. Mais quand on aime, il faut laisser ses sentiments nous envahir, ses propres sentiments. Parce que si les sentiments de la peur nous envahissent, personne ne sera vraiment dans le mariage proprement dit, c'est-à-dire que dans cette sécurité, parce qu'il faut savoir que quand même deux personnes sont mariées légalement, il y a une certaine sécurité. Ce n'est pas juste au niveau de la société. Parce mais est-ce que, même si ce n'est pas juste au niveau de la société, la question est de savoir, est-ce que fixer les bases des couples, même de façon avec un nivellement, couple légalement marié, couple pax, ainsi de suite, est-ce que la société ne s'organise pas pour s'assurer de la non-perturbation sur le plan économique? Parce que tout couple met en jeu, ça dit que une vie économique d'une manière ou d'une autre. Les gens ne se marient plus, enfin, les gens ne restent plus ensemble aujourd'hui. On n'est plus dans l'amour. On se retrouve dans des calculs. C'est-à-dire que c'est comme une société qui calcule son chiffre d'affaires, qui calcule les pertes, qui calcule. Or que le mariage, c'est cet inconnu-là qui permet que deux personnes, celui qui a et celui qui n'a pas, se retrouvent et essayent d'avancer. Alors, si celui qui a se méfie de celui qui n'a pas et en même temps est attiré par celui qui n'a pas, ça veut dire que je t'aime, mais il y a un mais. Et c'est ce mais qui fait en sorte que la société française aujourd'hui veut préserver les intérêts de ces personnes qui ont « je t'aime, mais ». D'accord, on va revenir, parce que c'est une fenêtre ouverte où il y a pas mal d'autres intervenants au passé. La question qui suit est celle de savoir, est-ce que la réussite d'un couple joue sur la réussite de la famille? L'échec d'un couple aussi, est-ce que l'échec d'un couple signifie automatiquement l'échec de la famille? Alors, est-ce qu'une famille réussit parce que le couple a réussi ou échoue parce que le couple a échoué? Alors, pour moi, non. Pour moi, la famille peut, enfin, le couple peut apporter l'amour nécessaire à un enfant parce que quand le couple, il y a l'amour vrai, les enfants en général ressentent. Quand il y a aussi de l'hypocrisie, les enfants en général, on ressent, même si les enfants ne disent rien, on ressent que, bon, entre papa et maman, c'est assez électrique. Bon, et ce sont des enfants qui vont se départager. Soit un enfant qui est déjà à la base fainéant va jouer du fait que mes parents ne s'entendent pas parce qu'il n'y a pas de lien. Moi, je pense qu'il n'y a pas de lien parce qu'à partir du moment où on est un enfant, peu importe, même si la famille, c'est-à-dire que le couple a ce qu'on peut appeler des bonbons de gaz qui explosent tout le temps. Mais à partir du moment où on apporte le nécessaire vital aux enfants, ces enfants ont le droit et le devoir d'un rendement. Alors, ce qui se passe, c'est que quand les enfants se retrouvent souvent dans l'échec, c'est plus facile de retourner la responsabilité vers les parents en disant que c'est parce que papa et maman. Non, si c'était papa et maman, c'est que bon, personne n'allait réussir parce que les échecs de couple, il y en a, les échecs même dans la vie, parce qu'on peut voir un couple, nous, on peut voir que oh, ce couple-là est bien, ils sont bien, mais en gros, ces gens-là ne sont pas si bien que ça, ils vivent dans l'hypocrisie totale. Par exemple, ça peut être des gens qui sont ensemble parce qu'on ne veut pas défaire, on reste toujours dans le matériel. Ces gens sont obligés d'être ensemble, mais en fait, ils ne sont plus ensemble. Mais qu'est-ce qu'on dira? On voit les enfants qui sont là, un couple parfait, mais en fait, au fond, ce couple n'est pas parfait. Mais ces enfants-là, si un enfant a vraiment
cette niaque de faire des études ou alors de faire des formations pour travailler, il va travailler. L'enfant ne va pas parce que les parents, il y a des enfants qui sont orphelins, qui n'ont même pas connu leurs parents, qui n'ont pas connu de peuple, de couple, qui vivent et qui réussissent très bien dans la vie. En fait, moi j'ai été dans la totalité d'accord avec tout ce que Germaine a dit. Elle a, pour moi, j'ai rien à redire, quoi. J'ai été d'accord. Tout ce que je pense, c'est tout ce qu'elle a dit. D'accord. Par rapport au couple et par rapport à la famille. Les autres questions, désolé, mais j'ai rien compris. Mais de toute façon, on va revenir sur les autres questions tout à l'heure, parce que les questions qui sont les responsabilités individuelles au niveau de la famille. Parce que là, à ce moment, on n'est pas sur le couple, mais dans la famille. Mais alors, moi, la question quand même qui va revenir, parce que là, pour vous, c'est quoi la famille? Pour moi, la famille, c'est pas forcément des gens qui descendent d'autres personnes. Pour moi, la famille, c'est ceux-là qui sont là quand tu as été dans le malheur, par exemple, ils ont été là pour toi. Ceux-là qui sont capables de te dire le chemin que tu empruntes n'est pas le bon, va plutôt de ce côté. Ceux-là, en gros, c'est ceux-là qui partagent les bons et les mauvais moments avec toi et qui savent te mettre dans la bonne direction ou qui aussi sont là pour te conseiller quand tu n'es pas dans la bonne direction. Pour moi, c'est ça une famille. Oui, alors, mais la question, parce que déjà la semaine, la question qui avait été posée alors à ce niveau-là, est-ce que toute personne qui participe de ces principes, des critères qui sont énumérés, a-t-il des droits sur vous et avec vous? Parce que quand même une famille, c'est... Oui, ils ont des droits sur moi. Ils ont des droits. Mais vous savez quand même qu'il y a sur les droits qu'on a, la société reconnaît des droits. Pour que ces droits soient reconnus, il faut des liens. Et des liens qui soient établis d'une façon tout à fait légale. Est-ce que ce n'est pas une limite à ce niveau-là? C'est-à-dire que est-ce que ce n'est pas l'idéologie qui sous-tendrait la réponse de dire que parce que les personnes qui m'accompagnent, qui me comprennent, qui partagent avec moi dans la joie ou dans la tristesse, c'est ça ma vraie famille. Est-ce que ce n'est pas une lecture un peu de ce que la société voit aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas une relecture de ce qu'est la famille par rapport à ce que la famille est? La famille elle est connue généralement comme un creuset où il y a des personnes bien identifiées. Mais c'est pas forcément ça, parce que je peux avoir mon frère de sang qui est incapable de me dire, qui me voit tomber dans le trou, il voit que je vais tomber dans le trou, mais il n'est pas capable de me dire non, stop toi, tu vas tomber dans le trou. Oui. Et là, j'ai quelqu'un que je ne connais pas, que j'ai rencontré hier ou il y a 1 an. Il me voit, il me dit non, en fait, ce que tu fais, c'est pas forcément ça, quoi. Pour moi, c'est ça la famille. Pour moi, la famille, c'est pas forcément le père de mon père ou ma soeur, parce que papa et maman nous ont fait, du coup, on est forcément... On va dire ça comme ça. Là, vous êtes en train de changer complètement le sens de la famille d'une façon traditionnelle. Bah oui, c'est ça pour moi. C'est pas parce qu'on a le même sang qu'on est forcément une famille. Oui. Bah oui, pour moi, c'est ça. C'est pas parce qu'on a forcément le même sang qu'on est une famille. Donc la société crée aujourd'hui, ça veut dire qu'elle permet aux uns et aux autres de se créer des familles, c'est ça? On va dire ça comme ça. Et c'est ça la réalité des choses, en fait. Parce que dans le temps, dans mon humble... on dit quoi, dans mon humble connaissance, hein, pour nous, on nous a toujours inculqué que la famille, quelqu'un d'autre va te dire, mais tu ne le connais pas. Mais pourquoi tu écoutes ce qu'il te dit? Moi, je suis ton frère. On a le même père, on a la même mère. Pourquoi tu ne m'écoutes pas? Oui. Donc la famille, si je comprends bien, la société actuelle, le monde, là, aujourd'hui, ne reconnaît plus à la famille traditionnelle le poids qu'elle avait, quoi. Bah oui, parce sûr. elle a des limites parce que elle protège cette même famille qui aujourd'hui a évolué. Notamment quand on parle d'héritage, un père de famille ne peut pas déshériter son propre fils au détriment de justement la personne
qu'on a pris aujourd'hui. C'est pour cette raison que j'ai posé la question. Que oui, parce que puisque nous sommes. Mais là, on est dans le matériel, là, alors. Oui, non, mais c'est pas le matériel, parce que la question, c'est une question des droits. C'est la Oui, des droits. Oui, c'est les droits. Parce qu'il y a des droits qui sont attachés à une famille, à une vie de famille, à un statut dans une famille. Et c'est pour cette raison que je pose la question de savoir, est-ce que la redéfinition contemporaine de la famille par rapport à la définition traditionnelle, est-ce qu'elle n'est pas problématique? Nous sommes en train de créer des familles. Elle est problématique, mais ça c'est la vie qui le veut en fait, c'est la vie qui... Oui, mais si la vie le veut, oui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ma famille aujourd'hui, si je me crée une famille, ça veut dire que je reconnais à telle personne que moi je choisis, qu'il y a plus de liens avec ces personnes qu'avec ceux qui sont de mon sang. Mais il y a quand même des actes à poser pour que cela constitue véritablement famille dans le sens de ce que nous disons de l'appellation de la famille. D'où il y a l'adoption. Oui, voilà, l'adoption. Oui, voilà quoi, l'adoption. Bien. Est-ce que pour vous, même quand vous êtes d'accord avec ce que Germaine disait tout à l'heure, est-ce que pour vous quand même, c'est quoi un couple? C'est quoi un couple? Un couple... Pour moi, le couple, c'est deux personnes qui ne se connaissent pas et qui décident de se mettre ensemble, apprennent à se connaître et se supportent dans tout, en fait. Oui. Et se supportent dans tout, dans le bonheur, dans le malheur, dans les épreuves difficiles. Il a un sale caractère, mais je le prends avec parce que je l'aime. Je vais essayer de le changer. Est-ce que vous ne pensez pas que... Parce que j'ai quand même entendu une première fois, une deuxième fois, on revient sur les caractères des uns et des autres. Est-ce que vous ne pensez pas que fondamentalement il est intéressant que les gens aient des caractères différents pour pouvoir former un couple? Bien sûr, c'est important. C'est important. Pour moi... Attends, est-ce que c'est vraiment important? Oui, c'est important et c'est pas important parce que deux personnes qui sont... Elle est délicate la question. C'est justement pour cette raison qu'elle est posée, la question. Oui. Parce qu'en même temps, la question, et de toute façon on va revenir là-dessus, puisque tout à l'heure, nous parlons encore jusque-là de ce qui est dans la normalité. Nous parlons comme des judéo-chrétiens, hein, comme des personnes qui sont influencées par la religion, mais nous aborderons déjà prochainement, nous on va parler, n'est-ce pas, c'est-à-dire des couples, n'est-ce pas, homosexuels, hein, parce qu'on va rentrer dans l'autre dimension, elle arrive, pour savoir qu'il y a énorme, le sujet il est vaste. Donc quand moi je pose la question quand même, est-ce que deux personnes qui sont les mêmes forment un couple? Bien sûr. Même caractère? Est-ce qu'on se complète quand on a la même chose? Bon, la question elle est là. Bon, on va continuer, le temps de continuer à réfléchir. Vous pouvez rebondir à n'importe quel moment tout à l'heure sur... si vous avez besoin de revenir là-dessus. Parce que, est-ce qu'on se complète si on est la même chose? Est-ce qu'un couple où chacun a les mêmes habitudes que l'autre, est-ce que c'est... Un couple, c'est pour ce qu'on se complète. Mais est-ce qu'on se complète si on est la même chose? Bonne question. Bien, on va laisser tout à l'heure, comme vous partagez globalement, mais il y a quand même des choses qui peuvent ressortir. On peut avoir une même lecture. On verra avec les autres tout à l'heure. Mais la question de la réussite, est-ce que pour vous elle est liée? C'est-à-dire qu'un couple qui réussit, ça veut dire que la famille réussit. C'est automatique? Non. Et pourquoi? Non, c'est pas... Pourquoi? Parce que... Bon, jusque-là, je n'ai pas encore eu le déclic, parce que c'est important. Il y a un déclic sur la question. Mais réussir dans quoi, en fait? La réussite de la famille. Réussir dans quoi? Dans la vie. Dans la vie en général. Mais non. Non, pas forcément. Papa et maman peuvent être des millionnaires, ils me donnent tout, mais si moi, j'ai pas...
la niaque d'affronter la vie. Si moi je suis un flemmard, que je me... Voilà, nous sommes donc maintenant, c'est un déclic parce que la famille se constitue de plusieurs personnes. C'est-à-dire qu'il y a un père, il y a une mère, il y a des enfants, mais chaque personne est soi-même. Ouais. D'où le oui ou non. D'accord. Bon, tout à l'heure, on va revenir, parce que dans la question des responsabilités, parce que c'est lié, hein, c'est lié à la question de la réussite de l'échec. Le rôle, n'est-ce pas, des parents, du père, de la mère, c'est important de revenir un peu sur la question. Le couple, c'est un homme, une femme qui vivent ensemble, qui ont presque les mêmes centres d'intérêt. Et la famille, c'est son entourage. Tout ce qui les entoure, dans les parents, les grands-parents et les oncles et tantes. Pour moi, c'est ça la famille. Alors, la différence, c'est quoi, simplement? La différence, c'est qu'un couple, c'est deux personnes. C'est deux personnes qui vivent ensemble dans un même logement, dans un même logement. Oui. Donc, on ne peut pas parler de famille si on n'a pas eu de couple. On ne peut pas parler de famille si on n'est pas en couple. C'est grave, ça. C'est très profond. La question, elle n'est pas une question comme ça que j'envoie. Non, c'est parce que... On ne peut pas former famille si on n'a pas, s'il n'y a pas de couple. S'il n'y a pas deux personnes, il ne peut pas avoir d'autres personnes. Parce que déjà, si on revient au début, il y avait quand même deux personnes. Il y avait Adam, il y avait Ève. Oui. S'ils n'étaient pas déjà là, on n'aurait pas eu tout le reste. Donc pour moi, le couple, déjà, c'est d'abord deux personnes qui forment ensuite une famille. Oui. Parce qu'il y a des enfants qui viennent après, il y a des petits-enfants qui viennent après, il y a des grands-parents qui sont derrière. Tout ça, ça fait la famille. Donc la différence, elle est posée pour vous. Il y a un point de départ. La famille n'existerait pas s'il n'y a pas de couple, oui. D'accord. Mais alors, la question qui nous préoccupe, est-ce que la famille réussit parce que le couple a réussi? Pas automatiquement. Le couple peut réussir et la famille ne réussit pas. Et qu'est-ce qui peut faire échouer la famille alors que le couple a réussi? Généralement, c'est les enfants, l'entourage et le couple parfois aussi. Je vais peut-être poser une question plus vicieuse encore, parce qu'il nous faut creuser. C'est quoi la réussite d'un couple? Bon, là, déjà, la réussite d'un couple, c'est l'éducation des enfants. Ça, déjà, c'est une très bonne réussite pour un couple. Quand les enfants ont écouté, ont fait... ont écouté. Les enfants, ils ont des oreilles pour écouter. Si les enfants ont réussi aussi, parce que un couple, généralement, réussit bien quand son entourage aussi a réussi. Parce qu'on peut réussir dans son couple et ne pas réussir dans la famille. Attention, le couple, si on réussit dans le couple, ça veut dire que le mari... Oui, le mari et la femme... Les femmes ont réussi. Ont réussi, oui. Bon, la famille... Ils ont réussi dans le domaine où ils peuvent être riches, ils peuvent faire des enfants, mais il y a aussi des couples qui n'ont pas d'enfants, mais qui réussissent. Oui. Voilà. Non, mais parce que si les couples n'ont pas d'enfants, comment ils font pour former une famille? On peut adopter aussi. D'accord, on peut adopter. Et après, il y a nous en avons parlé la dernière fois. On a identifié, n'est-ce pas, d'une manière légale, qu'il y a soit l'adoption, soit le mariage. Et il y avait quoi d'autre encore qu'on s'était dit la dernière fois? C'est les liens de sang. Liens de sang. Liens de sang. Par la naissance. Ça conforme une famille. Une famille. Donc pour vous, c'est pas automatique qu'il y ait échec ou réussite en fonction. Donc cela voudrait dire quoi pour vous finalement? Ça veut dire que s'il n'y a pas
l'absolu qu'on se dise que parce que le couple a réussi, la famille, enfin, quand on parle de la famille, avec les enfants, que tout le monde réussit ensemble, donc ça veut dire qu'il y a un problème qui se pose. Le problème de quoi? Je crois que c'est la compréhension. Pas seulement la compréhension. Il y a autre chose qui intervient. Et le dialogue aussi. Le dialogue, on est toujours... c'est là, mais il y a un mot qui détermine ici la réussite ou l'échec de la famille. Nous évoluons vers ça, parce que dans le questionnaire que vous avez, vous savez, ça se suit. Plus tard, on va revenir là-dessus. Mais il y a quelque chose qui existe. Le partage? Non. C'est la responsabilité. La responsabilité. Et nous allons, ça va être le sujet tout à l'heure, dans la deuxième partie, c'est la responsabilité. Ce qui veut dire que les parents sont responsables des actes des enfants? Non. La responsabilité, c'est la responsabilité. Est-ce que pour vous, être parent, ce n'est pas une responsabilité? Bien sûr, une grande responsabilité. On va en parler tout à l'heure pour voir quel est le rôle, n'est-ce pas, de chacun dans... Parce qu'un couple, c'est deux personnes, mais chaque personne dans le couple a une responsabilité. Et de la responsabilité de chacun et du rôle de chacun dépendront forcément, n'est-ce pas, de ce qui va venir par la suite. Vous en avez parlé déjà tout à l'heure les uns les autres, mais sans cerner la chose sur cet aspect. Quel est le rôle d'une mère dans une famille? Quel est le rôle de la mère? Et quel est le rôle du père? Qu'est-ce que je peux dire? Le rôle de la mère, c'est garder déjà bien les enfants, leur montrer ce qui est bien à faire, leur dire comment se passent les choses de la vie, sans commentaire, sans prendre parti pris, garçon ou fille. Tout le monde a la même égalité. Et le rôle du père? Le rôle du père, qu'est-ce que je peux dire, comme je ne suis pas un père, et que peut-être je veux devenir un père, plus une mère. Ce que je peux seulement dire au niveau du père, le rôle d'un père, c'est quoi? C'est toujours la même chose comme je viens de le dire. Enseigner les enfants ce qui est bien et ce qui est mauvais. Les envoyer à l'école. Les apprendre les choses de la vie. Par exemple, au côté garçon, les montrer que la vie n'est pas facile. Il faut faire ceci pour réussir. Quand on dit qu'est-ce qui est la réussite? La réussite, c'est quoi? La réussite, c'est entre les parents, ce que les parents montrent à leurs enfants. Ensemble. Ensemble. Aux côtés des filles, la maman ou un papa qui dit à sa fille, ma fille, faut pas rester vieille fille. Parce que c'est comme ça que la nation est faite. Vous aviez parlé de la Dame et Ève. Adam et Ève, ils étaient dans le champ. Après, Dieu a dit quoi? Allez, multipliez-vous. Multipliez le monde. Multipliez-vous. On est déjà 7 milliards. Bientôt, ça continue. Parce qu'au niveau de la fille doit quitter chez les parents, aller chez elle, aller fonder une famille.
Quand elle vient parler de la famille chez papa et maman, elle n'a pas droit. Elle doit aller dans sa famille, fonder sa famille et parler de la famille là-bas. Au côté du garçon, il faut que le garçon ramène, par exemple, à une maman, à papa. Papa, je suis déjà grand. Voici ma fiancée. Qu'est-ce que tu en dis? Et papa lui dira quand même quelque chose. Il va dire, oui, mon fils, mais je croyais que tu es encore sur les scènes de ta mère. Mais si tu dis que tu es grand, tu sais ce que tu dois faire. Je suis là, j'attends. C'est ça qu'on appelle l'éducation d'un père et une mère. C'est ça qu'on appelle fonder une famille. Et quand les enfants savent déjà tout ce que les parents les ont appris, nous, les parents, on va attendre. Par exemple, quand on regarde la télé, quand quelqu'un vient, mais toi là même, depuis quand? Quand est-ce que tu vas même me montrer ton mari? Moi, j'ai besoin d'un petit-fils au haut. Il ne faut pas que je meure avant que je vois. Ah, le garçon ou la fille qui va dire, mais papa ou maman, je ne suis pas pressée, je ne travaille pas. J'ai pas de maison. Mais pour un garçon, la maison de papa et maman est pour cette femme qui doit venir. Et de là, tu quitteras pour aller chercher ta maison. Donc, pour vous, ça veut dire que le garçon doit épouser une femme étant d'abord dans la maison chez papa et maman avant de quitter pour partir? Oui, il doit d'abord me le laisser là. Je l'apprends. Comment est-ce que vous considérez, donc, vous voyez comment le garçon va être dans la maison avec sa mère et sa femme? Qui va s'occuper de lui? Sa femme ou sa mère? Et surtout de l'éducation de l'enfant. Ne me prête pas les mains. Quand un garçon est encore chez les seins de sa maman et que la maman lui demande une femme, c'est parce que j'ai besoin d'apprendre cette femme moi-même. Ce qu'on doit faire dans un mariage. Parce que quand mon fils va aller avoir sa maison et amener la fille là-bas, le jour que moi je veux venir, la fille va dire, tu es venu faire quoi? Seulement pourquoi? Parce que moi, je ne lui ai pas appris que quand quelqu'un vient chez toi, ouvre-lui les portes. Est-ce qu'il appartient à la mère d'un garçon d'enseigner la fiancée de son fils? Est-ce que cela voudrait dire que de là où cette fille vient, sa mère n'avait pas de travail, elle n'a pas... La mère de la fille, elle n'a plus de rôle à jouer? Non, ne me prête pas les mots. Parce que ces enfants-là, il y a deux jours qui quittent chez leurs parents. Oui. Ils viennent en mariage, elle n'arrive même pas à faire l'ompelé. Elle va me faire les fararara, les omelettes. Mon fils va devenir maigre. C'est pour ça que les parents veulent que le garçon amène d'abord la femme là, et moi-même je montre à la femme comment garder mon fils quand tu le trouves avec un gros ventre. Après, s'il maigrit, ça veut dire que je t'ai donné un job cadeau. Peut-être parce qu'il fait du sport. Bien, donc, si on comprend bien, les parents, le rôle d'un père, le rôle d'une mère, c'est d'éduquer leurs propres enfants avant de les envoyer. Pour que les accompagner, pour qu'ils deviennent des adultes responsables. Oui, parce que aussi, c'est des autres. Oui, parce que plus tard, on a l'habitude de nous ramener, surtout les filles, en parlant. Il y a des filles qui vont en mariage. Après arriver là-bas, l'homme qui dit, ah non, 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 maman. Mais
Je croyais que c'était une bonne... Mais elle ne connaît même pas préparer. Je crois que moi, je vais seulement manger les fararara. Les fararara, elle ne connaît pas faire le mbongo. Hein. Est-ce que c'est normal que, pour vous, en tant que parent, vous avez votre fils qui s'est marié? Est-ce que c'est normal qu'il vienne vous dire que ma femme me fait seulement les farara? Est-ce que c'est normal pour vous? Est-ce que c'est bien que le fils vienne se plaindre de sa femme chez vous? C'est pas bien, mais sauf que si cette fille n'écoute pas ses parents et que mon fils vienne se plaindre, ou bien moi je veux voir que peut-être mon fils n'est pas heureux parce qu'ils sont à deux là-bas, je n'ai pas vu, je n'ai même jamais mangé. On n'a jamais préparé que j'ai goûté et je dis que c'est bon. Mais est-ce que le problème qui est posé est la question, parce que la responsabilité des parents, la responsabilité d'un père, la responsabilité d'une mère, est-ce que si les parents ont eu des enfants qui grandissent, est-ce que ce n'est pas quelque chose de dangereux de ne pas leur permettre de vivre eux-mêmes leur propre vie où ils sont? Est-ce qu'il faut toujours être en train d'intervenir pour vérifier si son fils est bien? Est-ce que, par exemple, votre fils est votre mari? Il n'est pas mon mari, mais je dois le surveiller. Parce que les éléments sont là dehors, sont très dangereux. C'est comme les filles. Je vous dis qu'on nous ramenait les filles à la maison. On dit rentre chez ton père. Elle ne connaît pas préparer. Va encore ta mère t'apprend. Ça, c'est pas insulter sa mère, ça? D'accord. Il y a... Ça, c'est la tradition. Ça vient de loin. Mais la société d'aujourd'hui a évolué. C'est une société qui a tellement évolué. Est-ce que ce n'est pas être possessif à l'extrême de ne pas permettre... Est-ce que le garçon qui est votre fils n'a-t-il pas le droit de connaître aussi des difficultés? Il a le droit de connaître les difficultés. Parce que comment est-ce qu'on devient mûr? Comment est-ce qu'on devient adulte? On devient adulte comme vous dites. Est-ce que ce n'est pas en rencontrant aussi les difficultés qu'on doit soi-même résoudre pour pouvoir avancer? Oui. C'est ça, mais surtout parce que nous sommes venus en France, à l'étranger, c'est ça. Parce que quand je pense que je donne l'exemple comme ça, un frère qui part en Afrique, il trouve l'autre frère qu'on a déjà mis les assiettes bien bourrées là, même s'il n'y a rien dedans, même si c'est 2 morceaux, c'est bien fait dans les assiettes, la fourchette, la cuillère, tout est bien. Et quand ils viennent ici, va dans la marmite. Si tu ne prends pas les pâtes dans la marmite, reste et moi je suis fatiguée. En Afrique, ça ne se fait pas. Je vais poser une question. Elle est dans le questionnaire. Comment est-ce qu'un parent doit respecter la majorité de son enfant? Parce que la question est... Comment un parent doit respecter en le laissant évoluer, à connaître les choses de la vie toute seule. Oui, mais c'est à partir de quel moment? À partir de l'âge de la majorité, qui dit que, à partir de l'âge qui dit qu'il est déjà grand. Donc même si un enfant de 9 ans décide que moi je suis déjà grand, on le laisse? Non. Quand on dit qu'il est déjà grand, ça veut dire que il veut prendre la responsabilité en prenant peut-être, par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, prendre une femme. Oui. Est-ce que dans la Bible, vous savez quel est l'âge où on est majeur dans la Bible? Non. Je ne sais pas l'âge qu'on est majeur dans la Bible. Est-ce qu'il y a des actes qui montrent que maintenant la personne est déjà majeure? Oui. C'est par exemple quoi? Quels sont les actes qu'on prouve que quand un enfant pose, on dit déjà qu'il est majeur? Disons, à partir de maintenant, quand par exemple les filles, quand elles sont enceintes, on sait qu'elle est déjà majeure.
Majeure. Donc, Et- toutes les filles qui ont des grossesses seraient Ah, majeures. ouais. À partir de 14 ans, elles sont déjà... Si un enfant qui vient déjà enceinte à la maison, ça veut dire qu'il faut la laisser tranquille, elle est déjà majeure. D'accord. Bon, on va prendre comme ça, parce que je vois qu'il y a plusieurs autres personnes qui veulent intervenir. La question qui est posée, c'est de savoir quel est le rôle du père dans le foyer, dans la maison, dans la famille, le rôle de la mère. Mais la question, elle est aussi posée en même temps aux enfants, parce qu'un enfant identifie aussi pour lui, quel serait le rôle d'un père ou le rôle d'une mère. Ce n'est pas forcément du regard de ceux qui sont déjà papa et maman. Donc pour vous, le rôle du père c'est quoi? Le rôle de la mère c'est quoi? Pour moi, une mère, c'est la figure centrale de la maison, quoi. Donc elle doit montrer le bon exemple. Elle doit... elle montre le bon exemple. Elle s'occupe de tout, quoi. Elle s'occupe de tout. Mais le père, ce que lui peut apporter au plus-value, c'est quoi? C'est les responsabilités du père. C'est pas forcément l'argent, parce que la mère aussi, elle doit ramener de l'argent. Est-ce que vous ne constatez pas que ce soit comme parent, que ce soit comme enfant, qu'il est difficile de s'exprimer sur les responsabilités des uns et des autres dans une maison? Parce que c'est facile. On vit dans des couples, on vit dans des familles, mais on n'arrive pas toujours à identifier les rôles véritables et les responsabilités des uns et des autres. Est-ce que vous n'avez pas ce sentiment en face d'une question comme celle-là? Parce qu'on se dit que chacun sait ce qu'il a à faire. Pas besoin de chercher. Je vais reposer la question d'une autre manière. Oui, peut-être. Vous avez déjà vu que une jeune fille qui accouche, Elle n'est pas forcément majeure. elle n'est pas forcément majeure, mais elle doit élever son enfant. Le plus souvent, le geste de donner le sein, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui voudrait dire que, en réalité, les rôles des uns et des autres sont des choses qui sont comme si ça doit être intégré dans les gènes, que quand on vient au monde, on est femme, c'est-à-dire que d'une manière instinctive, on fait ce que la femme doit faire. Est-ce que c'est une question qui vient par l'éducation? Tu peux donner le sein, mais tu ne sais pas ce que ça représente. Tu le fais parce que maman l'a fait, parce qu'on me dit de le faire, mais tu ne sais pas ce que ça représente vraiment. Mais oui. Mais d'où la complexité. Je repose la question. Est-ce que ce n'est pas une réalité que nous venons au monde et que nous sommes constitués pour... C'est-à-dire que des aptitudes, n'est-ce pas, dans tel ou tel domaine par rapport à d'autres, qui font que la femme est plus facile dans tel ou tel domaine, ou l'homme dans tel autre, mais que ça ne se dit pas. Ça se vit tout simplement au quotidien. Est-ce que ce ne serait pas ça? Ou est-ce qu'il y a une autre lecture? Je vois que on n'est pas tous d'accord, donc... Non, c'est pas ça. Quel est l'âge de la majorité? À quel moment un enfant devient majeur? Un enfant, c'est pas forcément l'âge. Pour moi, un enfant devient majeur quand il atteint la majorité et quand il devient responsable. Parce qu'on peut être majeur, mais on n'est pas responsable. On peut être majeur, mais on n'est pas forcément responsable. Oui. Oui. Donc la majorité, elle se lie par rapport à la responsabilité. Ça veut dire qu'à la capacité, n'est-ce pas, de s'assumer. Oui, c'est ça pour moi. Est-ce que je pense qu'on va partager... j'ai comme le sentiment que ça trouve écho. Parce qu'on peut être majeur ici en France, c'est 18 ans. Tu peux atteindre ta majorité, mais tu n'es pas forcément responsable.
Oui. C'est à l'âge de la puberté qu'on est majeur. Tu peux atteindre ta majorité, mais tu n'es pas. J'ai vu une émission dernièrement où un petit enfant a organisé une quête, il fabrique des jouets, il est devenu un inventeur pour permettre à des familles d'immigrés, des enfants de trouver la joie. Est-ce que vous pensez que ce genre d'enfant-là, on peut déjà le classer comme un enfant, comme quelqu'un qui est devenu majeur? Non, il n'est pas majeur, il est juste intelligent. Il est responsable de Voilà, beaucoup de choses. Il est... Oui, elle a dit un mot, il est responsable. Il avait Il y a quel des âge? majeurs qui ne sont pas responsables. Oui, Il voilà. a peine, je crois quel qu'il âge? avait peine 9 ans par là. Il le fait peut-être parce qu'il est doué dans ça, mais il ne sait pas vraiment ce qu'il fait. Bon. Non, c'est par rapport à un altruisme, par rapport au sentiment qu'il a que les enfants d'immigrés, tout ce qu'il voit que ce n'est pas normal, qu'un enfant n'a pas à vivre ça. Et il s'est mis en devoir de faire des choses et d'organiser, n'est-ce pas, des quêtes de telle manière que ces enfants-là aient quelque chose dans leur vie. Est-ce que ce n'est pas une responsabilité? Oui, c'est une responsabilité. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il est majeur? Non, il n'est pas majeur. C'est vrai que je me contredis. Je me contredis, ça c'est... Dans la Bible, quel est l'âge Je ne sais pas. de la majorité? Vous ne savez pas. Je sais Bon, pas. on va revenir Peut-être là-dessus. c'est parce que je ne sais pas que je dis ça. Peut-être. Oui. Bon, on va continuer. Merci. On va continuer encore. La mère a déjà un rôle essentiel dans une maison parce que la mère est le moteur de la famille. Et maintenant... Le moteur. Le moteur. Parce que si le moteur flanche, la voiture n'avance plus. Moi, j'estime que la mère est le moteur de la famille. Mais qu'est-ce qui lui donne ce rôle-là, le moteur? Alors, la mère est déjà une personne qui porte, qui a une responsabilité parce qu'il y a déjà un lien particulier avec l'enfant quand une femme est enceinte. Oui. Donc, il y a déjà une responsabilité parce qu'on sait qu'on porte une vie en soi et on fait tout pour préserver cette vie-là jusqu'à la naissance. Donc, on est déjà très responsable. C'est-à-dire que tu sais que je ne veux pas aller courir, je ne veux pas aller faire ceci parce que tu défends la vie que tu portes. Donc, il y a une certaine responsabilité que les pères n'ont pas en général parce que les pères sont un peu des fonceurs dans le vide. Bon, mais la femme commence à être responsable très tôt avec cet instinct maternel. Mais lorsqu'on parle de responsabilité dans la Bible, les femmes ne sont pas responsables, c'est les hommes qui apparaissent dans tout. Est-ce que ce n'est pas Dans la Bible, je trouve que c'est être les gens qui ont écrit la Bible, si je peux me permettre, c'était quand même des machos. Parce que quand on regarde l'histoire de la Bible, les femmes ont été beaucoup pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'on a choisi, c'est comme si ces hommes-là ont choisi, c'est-à-dire que les noms de ces femmes qui ont quand même porté, Jésus-Christ ne se promenait pas, c'est-à-dire qu'avec le troupeau d'hommes, il y avait quand même des femmes dans ces groupes-là. Mais on choisit de nommer quelques-unes, ça apparaît dans certains... Enfin, moi, personnellement, je trouve que c'était des machos, parce que quand on regarde le monde d'aujourd'hui, que ce soit le monde d'avant, on voit même avec les juifs, on voit quand même que la femme, d'ailleurs, on devient juif par la mère et non par le père. Ça prouve la responsabilité de la femme. C'est pour ça que moi, je dis, la femme est le moteur. Donc, en cas d'échec, la responsabilité, elle incombe à la femme? La responsabilité, elle incombe la femme à 80% et le père à 20%. Parce qu'il faut comprendre que le père, il est un peu, si on peut dire, 20%. le père a sa responsabilité, mais la responsabilité du père n'est pas indispensable.
Parce qu'un enfant qui naît dans une famille, disons la mère, cet enfant peut grandir, même s'il n'y a pas le père, cet enfant grandit avec la mère et arrive à la réussite. Oui. Sans avoir besoin... Ça touche la question qui suivait sur la monoparentalité et des responsabilités qui seraient celles du père qui est absent. Il y a des pères qui sont présents mais qui sont absents. Amen. Il faut dire les choses telles que on peut être dans une maison avec... Elle a raison. Elle a raison. Excusez-moi de rire. On peut être dans une maison en couple. Mais la mère, elle est présente dans tout. Et des fois, les pères se conforment. Soit par fainéantise, soit par facilité. Les pères ont tendance, c'est pour ça que j'ai dit, ce sont des gens qui plongent dans le vide. Parce que un père, par exemple, un vrai gentleman va dire à la mère de son enfant, parce que ça ne peut pas être des fois son épouse, ça peut être que la mère de son enfant. Oh tiens, bon, écoute, au lieu que tu ailles chercher l'enfant à l'école aujourd'hui, laisse, je le ferai à ta place. Donc c'est une question d'initiative. Oui. La prise d'initiative. La prise d'initiative. Oh, bon, écoute, comme tu dois donner le bain à l'enfant, bon, tu ne penses pas qu'il faut plutôt faire autre chose, débrouille-toi. Parce que je veux donner ce le n'est bain pas à l'enfant. naturel. Tu le fais tellement bien. Non, parce que l'homme doit être à 100% dans l'éducation d'un enfant et non à 20%. Et l'homme se fait souvent ce rôle d'être un peu dans le beau rôle de tout ce qui est bureau. Bon, moi je... Non, l'homme, le père doit être des fois dans la cuisine en train d'apprêter le goûter de ses enfants. Mais il y en a qui le font. Il y en a qui le font. Ils le font quand la mère n'est pas là. Ce sont des remplaçants. Oui, Des remplaçants. Oui, oui. Mais quand la mère est là... Est-ce que ce n'est pas vraiment... fort de dire que les hommes sont seulement des remplaçants à 20%? Non, je n'ai pas dit que les hommes sont des remplaçants à 20%. Je dis le vrai partage des responsabilités c'est quand deux personnes se retrouvent dans une même maison avec des enfants. Parce que quand la mère n'est pas là, le père se sent obligé de faire certaines choses. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est question des gens que nous sommes dans une maison... Donc lui, il est seulement le combleur du vide quand la mère n'est pas là. Non, il n'est pas le combleur de vide. Les hommes, en général, se sentent... Parce que les hommes, ce sont des éternels adolescents. Parce qu'il faut savoir que quand une mère éduque les enfants en général, il y a une différence entre l'éducation qu'on donne à la fille et l'éducation qu'on donne à la mère. Nous, les mères, on a Cela ne cette... justifie-t-il pas? Est-ce que ce n'est pas une raison pour les hommes de devenir machos? Parce que on a cette les considèrent comme des vilaine... adolescents. Donc pour exister, On a cette vilaine responsabilité en tant que mère de considérer que nos enfants garçons sont toujours à nous éternellement. Et ça, c'est très dangereux parce que quand tu fais de ça, tu fais de ton enfant celui-là qui est toujours que bon. C'est un enfant qui est perdu. Parce que c'est un enfant en couple. Si la femme n'est pas là, il tourne en rond toute la journée. Parce que bon, il prend un peu sa femme comme sa mère. Il ne sait pas faire la différence entre j'ai laissé maman, je suis avec une épouse, c'est moi l'homme de la maison. L'homme de la maison, ce n'est pas dans les cris, dans être... L'homme de la maison, c'est celui-là qui prend les initiatives sur tout. Que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans les plus petites choses qu'on ne peut même pas citer. Enfin. Donc ça veut dire que dans le foyer, le rôle de la mère est plus important que le rôle du père. Enfin, schématiquement par ce qui se fait, par la pratique. La mère occupe les fonctions qui sont même des fois hors de ses compétences. Parce qu'elle ne le fait pas parce qu'elle veut. Elle le fait parce qu'elle se sent obligée de le faire. Parce que la mère, quand elle voit que quelque chose n'est pas fait, c'est naturel, hein?
c'est pas que le père va forcer, elle va le faire parce qu'elle estime que ça doit être bien fait. Et des fois, les mamans, nous exagérons aussi. Parce que, je prends un exemple simple. Une mère estime que quand c'est elle qui change les couches d'un enfant, ça va être bien fait. Donc, du coup, si le père se retrouve en train de vouloir changer les couches, c'est systématique, elle va venir, bon, laisse-je le faire. Maintenant, ça doit être la responsabilité du père de ne pas s'écarter, de dire à la femme, non, laisse-moi le faire. Moi, je trouve que les hommes sont aussi un peu bénis, oui, de nous laisser envahir l'espace qui, à la longue, nous dépasse et nous devenons ces bombes atomiques dans les maisons où la femme, elle est obligée de crier, elle est obligée d'être nerveuse parce qu'elle est en surcharge émotionnelle par rapport à tout ce qu'elle a à faire. Si on résume la responsabilité du père et de la mère, ça veut dire qu'en définitive, de toute façon, c'est quelle est la responsabilité de l'un et de l'autre dans la famille? Alors, dans la famille, pour moi, la responsabilité de l'un comme l'autre, c'est vraiment de partager tout ce qui est tâche, de prendre les responsabilités, de savoir prendre les initiatives, ne pas attendre que l'autre te demande de faire quelque chose, ne pas attendre que par rapport à l'éducation à donner aux enfants, les deux, vous vous mettez en conflit. C'est-à-dire qu'avoir cette patience de toujours regarder que si la mère ou le père a décidé ceci, je dois m'aligner, même si ce n'est pas la raison. Parce que quand un père et une mère se contredisent déjà devant l'enfant, ça c'est l'échec. Comment est-ce que les parents font pour respecter la majorité d'un enfant? Alors, la majorité d'un enfant, pour moi, ça ne se résume pas à l'âge. La majorité d'un enfant, on reconnaît qu'un enfant est assez majeur dans son comportement à la maison. Que ça soit à la maison, que ça soit à l'extérieur, parce qu'on n'a pas besoin d'être derrière celui-là qui est majeur. À partir du moment où on va rappeler à un enfant, par exemple, de 20 ans d'aller prendre sa douche, ça veut dire qu'il y a problème. Et pourtant, un enfant qui est majeur sait que, bon, je dois aller me laver, je dois aller manger, je dois aller faire mes devoirs seul, bon, j'ai cours à telle heure. Pour moi, un enfant qui est majeur, c'est celui-là qui est capable de prendre les initiatives sans attendre l'ordre des parents. La famille, décidément, le sujet est vaste, il est très profond et nous allons continuer prochainement sur le même sujet, mais avec d'autres aspects que nous verrons ensemble. Mais déjà, on a parlé aujourd'hui de la responsabilité des parents. On aura une conclusion générale à la fin, naturellement, parce qu'on ne va pas s'aventurer maintenant, puisqu'il y a d'autres personnes qui pourront aussi intervenir par la suite. Donc, je vous dis merci. Je vous laisse à vos questions qui pourront être creusées encore davantage pour mieux